La Russie écrase l'Ukraine avec ses stratégies. Ce sont des armes d'application relativement récentes, mais qui marquent un tournant dans le déroulement de l'opération militaire spéciale. Et c'est à tel point que le régime de Kiev demande pratiquement la clémence, en même temps que de l'aide. Zelensky pleurniche dans tous les coins pour que, s'il vous plaît, l'Occident collectif lui donne un peu plus d'armes et un peu plus d'argent. L'hiver se rapproche maintenant de l'Ukraine d'une manière absolument terrible. Voici la liste de ces 3 armes. Les stratégies qui sont devenues un véritable cauchemar pour l'armée ukrainienne. Et, par conséquent, elles sont devenues, d'un autre côté, la principale raison du succès actuel de la Fédération de Russie sur le champ de bataille. Malgré ce que veulent nous faire croire la grande majorité des analystes occidentaux, la Fédération de Russie progresse sur le front et ouvre de nouveaux axes à chaque avancée. Et, surtout, elle s'engage sur des axes déjà connus, mais jusqu'ici moins actifs. L'une d'elles, par exemple, est la direction de Zaporojie, où la Russie attaque maintenant la logistique, attaque les ponts, prépare cette nouvelle offensive. Ces avancées, dans la généralité, dans la totalité de ce qu'est l'opération militaire spéciale, ont été rendues possibles grâce à 3 stratégies principales. 3 armes principales que la Fédération de Russie a commencé à utiliser de manière relativement récente, mais qui à leur tour ont vraiment représenté un véritable changement pour les forces armées de l'Ukraine. Et elles sont devenues un véritable cauchemar pour les forces armées de l'Ukraine. Ici, nous n'allons pas parler des célèbres drones Gran qui, il est vrai, sont mis à jour en permanence. Cette machinerie lourde continue-t-elle vraiment d'être produite? Vient-elle réellement de l'industrie militaire de la Fédération de Russie qui se trouve à Alaboga? Puisque nous leur avons déjà consacré une vidéo séparée et que d'ailleurs nous allons continuer à le faire, parce que le sujet s'y prête, c'est la première stratégie que la Russie utilise et qui, je pense, fonctionne maintenant mieux que jamais pour elle. Tout le monde le voit à travers les jérémiades de Vladimir Zelensky. Nous allons passer des stratégies les plus attendues aux moins attendues. Et sans aucun doute, ce sont les attaques contre la logistique ukrainienne, en particulier les attaques contre les ports d'Ukraine et le blocus du port d'Odessa. Et aussi un blocus partiel. Le blocus des ports voisins est fondamental et nous en avons toujours parlé. Que la Russie continue si elle veut continuer à obtenir des résultats dans ce sens avec cette stratégie. Ou bien, cela ne suffit-il pas d'attaquer Odessa? Un jour oui, un jour non, puis revenir la semaine suivante? Cela doit être quelque chose d'absolument méthodique, mais nous voyons déjà les résultats, et à en juger par la façon dont Zelensky agit maintenant, il fait tout un cinéma et essaie de parler à toute heure avec les dirigeants occidentaux, de demander de l'argent désespérément. Il a même fait cette offre par l'intermédiaire des États-Unis. Mais en réalité, cela est également parvenu aux canaux de communication de la Fédération de Russie, c'est-à-dire des canaux qui existent entre la Russie et l'Ukraine, établis pour ce type de questions. Une possible trêve, précisément, en demandant à la Russie d'accepter un arrêt mutuel des attaques en mer. En réalité, nous n'attaquons pas les navires russes, mais s'il vous plaît, nous vous prions de ne plus attaquer les navires ukrainiens. Raison de continuer à le faire, et même davantage, parce que cette stratégie, que la Russie n'appliquait pas auparavant. Trop de patience. Vladimir Poutine a-t-il quelque chose à voir avec la faiblesse? Et en fait, il y a une vidéo séparée sur la chaîne. Il y en a plusieurs, mais une porte sur la question de savoir si Vladimir Poutine est un lâche, que vous pouvez consulter, où j'explique précisément la raison. Stratégie du côté du gouvernement russe. La deuxième stratégie a à voir avec quelque chose que la Russie applique déjà depuis un bon moment. Je pense que cela fait environ 8 mois, au moins, si ce n'est plus. On est même déjà proche d'une année. En réalité, ce n'est pas tant que ça. Et surtout, c'est que cette mesure, comme elle avance effectivement depuis qu'ils viennent de la présenter, a un effet cumulatif.
et elle ne fonctionne que lorsqu'elle est appliquée sur la durée, pendant un temps considérable, et surtout lorsqu'elle est établie comme l'une des principales armes pour attaquer des objectifs. Je parle des bombes aériennes FAB, qui disposent désormais d'un module planeur. Et dans certains cas, il semble même qu'ils commencent à utiliser des moteurs à réaction. Ce qui va vraiment devenir de la folie, c'est ce que font les forces armées de la Fédération de Russie. C'est un peu comme une bombe planante croisée avec un drone, c'est-à-dire un drone sous forme de bombe planante. Une vraie folie. Mais la portée qu'ils lui ont donnée jusqu'à présent est comprise entre 200 et 300 km. Cela dépend, car les distances ne sont pas exactes, puisque la trajectoire de vol reste inconnue. Eh bien, c'est précisément cela. Ce sont justement ces bombes planantes. Ce sont celles qui ont déjà permis d'atteindre des régions comme Zaparos, par exemple, et dans certains cas, même jusqu'à des régions comme Odessa, tout en conservant cela en plus. Et cela, c'est grâce au module planant et à la capacité de frappe de l'aviation de la Fédération de Russie. Et surtout, en préservant cette aviation autant que possible. Parce que maintenant, elle peut attaquer depuis une distance bien plus grande, restant ainsi en sécurité, relativement à l'abri des missiles de défense aérienne de l'Ukraine. Et bien dans ce cas, oui, parce qu'il ne reste pratiquement plus rien à l'Ukraine, mais aussi à l'abri des avions ukrainiens. En définitive, attaquer des cibles avec des bombes qui contiennent littéralement des tonnes d'explosifs. C'est-à-dire, nous parlons de la FAB 1000, nous parlons d'une FAB 3000. Et c'est une folie en termes de puissance explosive et de pouvoir destructeur. Et surtout si l'on ajoute le fait que ce sont précisément ces bombes FAB qui sont maintenant utilisées sur le front, à certains endroits, multipliant par 8 la capacité d'attaque qui était utilisée il y a à peine un an, eh bien nous avons là l'une des principales raisons des avancées progressives. Oui, en raison d'autres types de facteurs, mais absolument constants de la part de la Fédération de Russie sur le front, grâce à ces bombes FAB. C'est précisément parce que la Fédération de Russie va maintenant avoir la possibilité de terminer l'opération militaire spéciale bien plus tôt, peut-être même plus tôt que prévu, même par la Fédération de Russie elle-même. Et nous avons ici un troisième facteur que probablement personne ne s'attend à trouver dans cette liste. Cela concerne les drones, oui, mais surtout la façon dont ces drones sont déployés et utilisés. Et c'est quelque chose que dénoncent déjà des journalistes occidentaux, enfin, des journalistes occidentaux à qui des militaires ukrainiens en parlent lors d'entretiens. Que cette stratégie est devenue un véritable cauchemar, car ils ne sont pas capables de réagir à temps. Il s'agit de drones qui attaquent en mode dormant, ou enfin en mode veille, on va les appeler comme ça, comme des drones dormants. Ce qui se passe, c'est que l'armée de la Fédération de Russie cache des drones en mode veille à différents endroits, généralement sur le passage des forces armées ukrainiennes. C'est surtout sur les routes où elles passent. Comme un drone. Il a une capacité qui peut gravement endommager un véhicule, et donc aussi l'équipage à l'intérieur. Cela se fait surtout sur les routes où les forces armées ukrainiennes passent en général. Ils ne remarquent pas ce drone, et c'est précisément à ce moment-là que le drone s'élève et se prépare à attaquer pratiquement en piqué. C'est une véritable folie stratégique. Et en fait, quand j'ai appris cela, au début j'ai dit « Bon, non, allons, non, non, nous n'allons pas en parler. » Jusqu'à ce que, ce soit quelque chose de vérifiable. Parce que sinon, on va dire, bon, allez, c'est ça, tu l'as inventé. Probablement, parce que vraiment, ça ne m'aurait probablement jamais traversé l'esprit. Mais est-ce que c'est vrai? Je suis assez nulle avec ce genre de technologie, encore plus avec ce type de technologie appliquée au domaine militaire. Mais dans les forces armées de la Fédération de Russie, ils ont cherché ce genre de moyens pour attaquer des groupes de militaires ukrainiens et le faire d'une manière qui ne leur laisse pratiquement pas une seule milliseconde pour réagir. En fait, cela est devenu un tel cauchemar pour l'Ukraine que les groupes ukrainiens qui voyagent d'un endroit à l'autre, désormais, ils emmènent nécessairement une sorte de tireur dont la tâche principale est précisément de repérer où se trouvent ces drones.
Et donc, au moment où le drone s'élève, ils doivent sortir leurs armes. Bon, l'arme est déjà prête, mais je veux dire qu'ils doivent effectuer toute l'action complète. Ils doivent regarder, ils doivent le voir, ils doivent viser, et ils ont, eh bien, pratiquement seulement quelques secondes. Pour pouvoir l'abattre, ce qui n'est pas nécessaire, je crois que je l'ai précisé. Mais c'est extrêmement difficile à faire, surtout quand il n'y a pratiquement ni ressources, ni suffisamment de non. Nous ne parlons que de minutes, de secondes pour réagir. Et c'est précisément cette troisième stratégie de la Fédération de Russie qui pourrait marquer un tournant, surtout pour ces groupes, ces petits groupes. Des militaires que l'Ukraine utilise habituellement pour se déplacer sur le front, pour effectuer n'importe quelle avancée. Parce qu'il y a très peu d'hommes, chaque homme est précieux, même si, bon, on sait déjà qu'ils se battent jusqu'au dernier Ukrainien. Ce n'est pas qu'ils économisent précisément sur les ressources humaines, mais en même temps, évidemment, ils essaient d'utiliser les ressources qu'ils ont, et ils doivent diviser la quantité par 10. Les militaires ukrainiens qui pouvaient auparavant se rendre à une position comme celle-ci, maintenant, ils se déplacent généralement en petits groupes, en véhicules, souvent même pas blindés. Ce qui facilite pour la Russie sa stratégie visant à les éliminer. En effet, grâce à ces drones en embuscade qui attendent ces militaires ukrainiens et sont capables de les éliminer pratiquement en quelques secondes, voilà pour ma liste de choses qui, selon moi, représentent vraiment une grande différence sur le champ de bataille pour la Fédération de Russie. Ce sont comme les principales étapes vers la victoire. Mais peut-être que dans cette liste, vous pensez qu'il y a une position erronée. Avez-vous votre propre liste et, bien, une stratégie? Parmi les armes de la Fédération de Russie, laquelle pensez-vous mérite le plus la première, la deuxième ou la troisième place? Je serais ravie de lire vos suggestions dans les commentaires. Cela pourrait même être possible. Faites une liste alternative. Si vous aimez ce type de contenu sous forme de liste, vous avez cette autre vidéo. Des 12 raisons pour lesquelles la Russie n'a pas terminé la guerre en 7 jours, alors que, selon les médias occidentaux, la Russie aurait dû la terminer. Même moi, à l'époque, je me suis trompée dans mon analyse. Donc je vous laisse cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.